Claire Moreau vivait comme un fantôme dans la ville de Lyon. À 38 ans, elle connaissait les rues mieux que quiconque, mais personne ne connaissait vraiment Claire. Elle passait ses journées à nettoyer les traces que d'autres laissaient derrière eux, miettes de pain sur des comptoirs de cuisine, poussière accumulée dans des coins oubliés, cheveux collés sur le fond de baignoire trop brillante pour être honnête. 3 appartements par jour, parfois 4 si elle allait vite, toujours à l'heure, toujours discrète. Sa routine commençait à 6 heures du matin. Elle sortait de son petit studio dans le quartier de la Guillotière, enfilait son manteau gris, prenait son sac à roulettes, usé sur les bords mais encore fonctionnel, et descendait les escaliers sans faire de bruit. Personne ne la saluait. Elle ne le prenait pas mal. C'était même mieux ainsi. Elle n'aimait pas les conversations vides, les regards pressés, les sourires forcés. Elle se contentait d'exister en silence, entre les lignes de la vie des autres. Chaque lieu qu'elle nettoyait lui racontait une histoire, mais jamais la sienne. Des familles avec enfants qui laissaient des dessins accrochés au mur, des célibataires absorbés par leurs écrans, des couples qui ne se parlaient plus. Claire observait sans juger. Elle essuyait les vitres, vidait les poubelles, remettait en ordre ce qui avait été dérangé, et quand elle refermait la porte derrière elle, c'était comme si elle n'avait jamais été là. Elle mangeait en marchant, souvent un sandwich préparé la veille, et buvait du café tiède dans une vieille gourde cabossée. Elle n'avait pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas de télévision. Les nouvelles lui parvenaient par bribes, à travers les conversations qu'elle surprenait dans les immeubles ou les journaux abandonnés sur des bancs publics. Mais la plupart du temps, elle se concentrait uniquement sur l'instant. Le prochain bus à attraper, le prochain étage à monter, le prochain robinet à faire briller. Claire n'avait pas de famille proche. Elle avait perdu sa mère jeune, et son père, qu'elle n'avait jamais vraiment connu, avait disparu des radars bien avant qu'elle comprenne ce que cela signifiait. Elle n'avait pas d'amis à proprement parler, juste quelques connaissances polies, une voisine qui lui prêtait parfois du sel, une boulangère qui lui glissait un croissant en trop en fin de journée. Rien de durable, rien de profond, juste assez pour ne pas sombrer. Son quotidien était mécanique, presque militaire dans sa précision. Elle évitait les problèmes, les disputes, les imprévus. Elle ne regardait pas les gens dans les yeux trop longtemps et ne posait jamais de questions. Elle savait ce que le monde pensait des femmes comme elle, invisibles, interchangeables, sans voix. Mais cela lui convenait. Mieux valait l'ombre que la lumière crue de l'attention non désirée. Ce matin-là, l'air était glacial. L'automne s'était installé avec brutalité sur la ville, couvrant les trottoirs d'un tapis de feuilles mortes détrempées. Claire marchait vite, la tête rentrée dans les épaules, les mains enfoncées dans ses poches. Elle allait vers un nouveau client, quelqu'un recommandé par une autre employeuse. C'était dans un quartier qu'elle ne connaissait pas très bien, un peu plus huppé, avec de grandes façades de pierre claire et des balcons en fer forgé. Elle n'aimait pas trop sortir de sa zone habituelle, mais le travail était le travail. Elle traversa une petite place où tous les commerces étaient encore fermés. Le jour n'était pas encore tout à fait levé. Un léger brouillard flottait entre les lampadaires. Et puis elle la vit. Elle faillit ne pas s'arrêter. Son esprit, habitué à ignorer les détails non essentiels, faillit classer la scène comme une autre anomalie urbaine. Un paquet oublié, un sans-abri recroquevillé, une illusion d'optique. Mais quelque chose, peut-être un mouvement, peut-être un regard, l'obligea à faire quelques pas en arrière. Sur le trottoir, près d'une ancienne librairie aux rideaux tirés, une petite silhouette était accroupie. Une enfant. Claire la fixa, incertaine. Elle avait l'air perdue, désorientée, pas simplement en train d'attendre. Elle ne pleurait pas, ne bougeait presque pas. Elle observait les voitures passer, les yeux grands ouverts, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Elle portait un manteau trop grand, taché de boue, et des chaussures mal assorties. L'une était bleue, l'autre rose, et les deux étaient du mauvais pied. Claire resta là, figée, pendant plusieurs secondes. Son premier réflexe fut de continuer son chemin. Ce n'était pas son affaire. Peut-être que les parents n'étaient pas loin. Peut-être qu'elle s'était simplement éloignée. Mais quelque chose en elle, quelque chose de profond et d'inexplicable, refusa cette hypothèse. Elle fit un pas, puis un autre. Son cœur battait un peu plus fort. Elle n'avait pas parlé à un enfant depuis des années. « Bonjour », dit-elle doucement. La petite fille tourna la tête vers elle, sans répondre. Elle avait les joues rouges, les cheveux emmêlés, et les yeux d'une clarté étrange.
Un mélange de peur et de confiance, comme si elle n'avait plus la force de se méfier. Claire s'agenouilla lentement, à une distance respectueuse. « Tu es perdue. » Un silence. Puis, dans un murmure presque inaudible, « Je m'appelle Élodie. Élodie. » Le nom resta suspendu dans l'air glacé, fragile comme une bulle prête à éclater. Claire le répéta doucement, comme si elle voulait s'assurer de l'avoir bien entendu, comme si le dire à voix haute rendait la situation plus réelle. La petite fille ne bougeait toujours pas, figée dans sa position accroupie, les bras serrés autour de son ventre, comme pour se protéger du froid ou de quelque chose de plus profond, invisible. Claire regarda autour d'elle. Personne. Les vitrines des boutiques affichaient encore l'obscurité de la nuit. Aucun passant, aucun bruit à part le bourdonnement lointain des moteurs. Ce coin de la ville semblait s'être figé dans un instant suspendu, où seul le souffle des deux présences féminines comptait. Claire se redressa, tira sur les manches de son manteau, puis, avec une prudence presque maternelle, s'agenouilla à nouveau, mais cette fois un peu plus près. « Élodie, où sont tes parents ?» Aucune réponse. Les yeux de la fillette vacillaient d'un point à un autre, comme si elle cherchait à éviter la question sans pouvoir la fuir complètement. Claire sentit une tension étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple distraction d'enfant. Il y avait là une détresse silencieuse, une faille que seuls les regards attentifs pouvaient percevoir. Et Claire, malgré elle, la percevait. « Tu sais où tu habites ?» demanda-t-elle d'un ton doux mais ferme. La tête d'Élodie s'inclina légèrement, puis se secoua en un mouvement hésitant. Non, elle ne savait pas. Claire regarda encore autour d'elle, espérant voir surgir un adulte en panique, un parent déboulant à toute vitesse en appelant ce prénom. Rien. Les secondes passaient, longues, épaisses, comme si le temps lui-même ne savait pas comment avancer. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas simplement une enfant désorientée. C'était une enfant seule, réellement seule. Claire se redressa et sortit son vieux téléphone, un modèle à clapet qui peinait à trouver du réseau dans certains quartiers. Elle composa le numéro de la police, hésita à appuyer sur la touche verte. Élodie, toujours silencieuse, la regardait maintenant. Pas avec peur, pas avec confiance non plus, avec une attente étrange, comme si elle savait ce qui allait suivre, mais qu'elle ne voulait pas que cela arrive. « Je vais appeler quelqu'un pour t'aider », murmura Claire. À ces mots, les petites mains d'Élodie vinrent agripper le bas du manteau de Claire. Un geste rapide, désespéré, presque animal. Claire la regarda, interloquée. La fillette secouait la tête avec une vigueur inattendue, les yeux écarquillés. « Non, non, police. Mais pourquoi? Il faut que quelqu'un te retrouve. Pas police. » Claire sentit le téléphone trembler dans sa main. Elle hésita. Ce n'était pas logique. La police était censée être la solution dans ce genre de situation. Mais quelque chose dans la panique muette d'Élodie lui donna envie de reculer. Elle n'était pas du genre à désobéir aux règles. Elle avait toujours suivi les protocoles, évité les ennuis, respecté les figures d'autorité. Mais là, devant cet enfant qui refusait si violemment cette aide évidente, elle sentit une brèche se former dans ses certitudes. Elle rangea lentement le téléphone dans sa poche. « D'accord. Pas tout de suite, d'accord ?» Élodie sembla se détendre légèrement, mais ne lâcha pas le manteau. Claire se passa une main sur le visage, confuse. Elle ne pouvait pas rester là. Il faisait trop froid. La fillette avait besoin de chaleur, de nourriture, de réponse. Claire n'avait rien de tout cela. Juste un petit appartement dans un immeuble anonyme, un peu de soupe au réfrigérateur, quelques couvertures. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que ce trottoir glacé. « Écoute, Élodie, je vais juste t'emmener chez moi un moment, pour te réchauffer et manger un peu. Après, on verra, d'accord ?» Elle ne savait pas pourquoi elle se justifiait ainsi. Peut-être parce qu'elle avait l'impression de faire quelque chose d'interdit. Peut-être parce qu'une partie d'elle savait déjà que cette décision allait changer le cours de sa vie. Élodie ne répondit pas, mais elle ne résista pas non plus quand Claire tendit la main. Elle se leva lentement, maladroitement, comme si elle n'avait pas bougé depuis des heures. Claire remarqua alors les chaussures. Elles étaient trop grandes et lacées de travers. L'une semblait être une sandale d'été, l'autre une bottine d'enfant. Claire fronça les sourcils. Ce n'était pas simplement un accident, c'était un abandon. Le trajet jusqu'à l'appartement fut silencieux. Claire jetait des coups d'œil discrets à la fillette qui marchait à côté d'elle, la tête baissée, ses pas traînants et irréguliers. Elle ne pleurait pas. Elle ne posait pas de questions. Comme si elle s'était enfermée dans un espace intérieur
où rien ne pouvait plus l'atteindre. Claire voulait lui parler, mais chaque mot lui semblait maladroit, inapproprié. Elle se contenta d'accélérer un peu le pas. Une fois arrivée, Claire ouvrit la porte de son studio et laissa passer Élodie en premier. L'enfant resta un moment sur le seuil, observant l'intérieur avec un regard prudent. Rien d'extraordinaire à voir. Un petit canapé-lit, une table bancale, une kitchenette avec 2 plaques de cuisson, une armoire branlante, mais c'était propre, rangé, vivable. Claire referma la porte derrière elle. « Enlève ton manteau », dit-elle doucement. « Tu veux quelque chose de chaud ?» Élodie hocha à peine la tête. Claire mit de l'eau à chauffer, sortit un sachet de soupe en poudre, puis se dirigea vers une boîte en plastique d'où elle tira un pyjama propre, un peu trop grand, mais sec. Elle revint avec une couverture et posa tout cela sur le canapé. « Tu peux te changer si tu veux, je vais rester là. » Elle tourna le dos par pudeur. Elle entendit les mouvements timides derrière elle, puis un silence. Quand elle se retourna, Élodie s'était blottie dans la couverture, les vêtements sales posés en boule à côté d'elle. Claire lui apporta la soupe dans un bol ébréché. « Fais attention, c'est chaud. » La fillette la regarda enfin dans les yeux. Juste un instant. Et dans ce regard, Claire vit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une sorte de reconnaissance. Muette, oui, incomplète, mais réelle. Elle s'assit en face d'elle, à même le sol, et observa sans parler. Des milliers de questions se formaient dans son esprit, tourbillonnaient, cognaient contre les limites de sa raison. Qui était cet enfant? Pourquoi était-elle seule? Pourquoi craignait-elle la police? Pourquoi ce silence? Mais ce soir-là, Claire ne posa aucune question. Elle laissa le mystère suspendu, comme une toile fragile qu'il ne fallait pas déchirer trop vite. Il y aurait un lendemain, et ce lendemain porterait peut-être des réponses. L'appartement de Claire baignait dans une lumière pâle, filtrée par les rideaux décolorés. Il régnait une sorte de calme artificiel, comme si le monde extérieur s'était mis en pause pour permettre à ce fragile instant d'exister. Élodie dormait profondément sur le canapé-lit, la couverture remontée jusqu'au menton. Son souffle était régulier, presque imperceptible. Elle avait trouvé, au moins pour cette nuit-là, un semblant de sécurité. Claire, quant à elle, restait assise sur une chaise près de la porte, un mug tiède entre les mains. Le sommeil la fuyait. Tout en elle criait prudence, mais une autre voix, plus ancienne, plus enfouie, lui murmurait qu'elle avait bien fait. Ce n'était pas un acte réfléchi, encore moins planifié, simplement un geste instinctif, né d'un silence partagé sur un trottoir froid. Elle n'avait pas de plan. Juste une promesse implicite, qu'Élodie ne dormirait pas dehors, pas cette nuit. Le lendemain, le réveil sonna à 5h30, comme toujours. Claire l'éteignit rapidement pour ne pas réveiller la petite. Elle se leva sans bruit, prépara du café soluble et ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du matin. Les rues de Lyon s'éveillaient lentement. Loin de là, à Paris et dans toutes les grandes villes du pays, quelque chose d'énorme était déjà en mouvement, mais Claire l'ignorait encore. Avant de partir pour son premier travail, elle laissa un mot simple sur la table. « Je reviens. Ne t'inquiète pas. Tu peux rester ici. » Elle laissa aussi un petit pain au lait, un verre d'eau et quelques crayons de couleur qu'elle avait trouvés dans un tiroir. Puis elle quitta l'appartement, refermant la porte derrière elle avec un pincement au cœur. La matinée passa lentement. Claire ne cessait de penser à Élodie. Était-elle encore là? Avait-elle compris le message? S'était-elle enfuie? Elle récurait une salle de bain luxueuse en plein centre-ville, mais ses mains bougeaient par automatisme, détachées de son esprit préoccupé. Elle tenta plusieurs fois de chasser l'inquiétude, de se concentrer sur ses tâches, mais chaque seconde semblait l'éloigner davantage d'un point d'équilibre qu'elle savait déjà perdu. Pendant ce temps, ailleurs, le visage d'une enfant apparaissait sur tous les écrans de télévision. Dans les gares, les hôpitaux, les vitrines de magasins, les bornes publiques, les panneaux numériques. Partout, la même photo. Une fillette aux cheveux clairs, au sourire timide, posant devant un gâteau d'anniversaire. En haut de l'écran, en lettres rouges, « Disparition inquiétante, Élodie Duchesne, 5 ans ». En bas, un numéro vert et la promesse d'une récompense pour toute information. Les présentateurs parlaient d'une urgence nationale, d'un drame personnel qui bouleverse le pays, et l'attention générale se cristallisait sur un homme à la fois puissant et brisé, Armand Duchesne, gouverneur de la région Île-de-France. Les caméras le montraient les traits tirés, la voix tremblante tenant la main de son épouse lors d'une conférence de presse retransmise en direct. Il parlait peu,
les yeux rougis, répétant qu'il suppliait qu'on lui ramène sa fille, qu'il pardonnerait tout, qu'il voulait seulement la revoir vivante. Les réseaux sociaux s'embrasaient. Les hashtags « Retrouvons Élodie »,« Urgence enfance » et « Justice pour Élodie » étaient en tête des tendances. Des internautes partageaient massivement l'avis de recherche, d'autres proposaient des théories, parfois absurdes, parfois sinistrement proches de la vérité. Le pays retenait son souffle, ému par la détresse d'un homme puissant, ébranlé par la disparition d'une enfant au regard tendre. Des bougies étaient allumées dans des parcs, des écoles organisaient des minutes de silence. La France cherchait Élodie. Mais Claire ne le savait pas. Elle termina sa journée vers 15 heures, plus tôt que d'habitude. Son dernier client avait annulé, et elle en profita pour rentrer rapidement. Dans l'escalier, elle monta les marches 2 à 2, espérant sans se l'avouer que la porte n'avait pas été forcée, que la petite était encore là. Lorsqu'elle tourna la clé, une sensation de soulagement l'envahit en voyant Élodie assise au sol, crayonnant silencieusement sur une feuille récupérée on ne sait où. « Tu es là », murmura Claire, plus pour elle-même que pour la fillette. Elle retira son manteau, s'agenouilla près d'elle et observa le dessin. Une maison, un soleil, 2 silhouettes. L'une grande, l'autre plus petite. Claire ne dit rien. Elle se leva et alla réchauffer le reste de la soupe de la veille. Puis elle s'installa en face d'Élodie, espérant ouvrir un dialogue. « Tu te rappelles d'un nom de famille ?» demanda-t-elle doucement. La fillette leva les yeux, hésitante. Elle secoua la tête. Claire soupira, essayant de contenir sa frustration. Elle n'était ni mère, ni assistante sociale, encore moins enquêtrice. Elle ne savait pas quoi faire de cette situation. Mais elle savait une chose. Elle n'abandonnerait pas cet enfant. Le soir venu, elle décida de tenter quelque chose. Elle plia une feuille de papier, écrivit un court message anonyme. « Une petite fille répondant au prénom d'Élodie a été trouvée seule dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle va bien, aucune demande, aucun danger. Elle est en sécurité. » Elle plaça le mot dans une enveloppe et, à la nuit tombée, se rendit à pied jusqu'au commissariat le plus proche. Elle glissa l'enveloppe dans la boîte aux lettres du poste, puis s'éclipsa sans un bruit, sans se retourner. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Quand elle rentra, Élodie dormait déjà, recroquevillée sur le canapé. Claire s'assit à côté, l'observa longuement puis éteignit la lumière. Le studio plongea dans l'obscurité, mais dans l'ombre, une question persistait, lancinante, inévitable. Qui était vraiment cet enfant? Et que faisait-elle seule au petit matin, sur un trottoir froid de Lyon, sans nom, sans famille, sans personne pour la chercher? Claire n'avait encore aucune idée de l'ampleur du tourbillon qui commençait à peine à se former autour d'elle. Mais bientôt, l'ombre de la petite inconnue allait traverser tous les écrans, toutes les consciences, jusqu'à atteindre son propre monde, si discret, si invisible jusque-là, pour le bouleverser à jamais. La nuit suivante s'installa sans prévenir, plus lourde que celle d'avant. Claire ferma les volets de son studio en silence, redoutant le moindre bruit extérieur comme si chaque son pouvait annoncer une bascule. Élodie s'était endormie tôt, toujours dans ce repli prudent qui semblait être sa seule manière de résister au monde. La petite s'endormait sans poser de questions, mais Claire, elle, restait éveillée avec 100 interrogations brûlantes qui tournèrent dans sa tête. Elle s'assit sur le rebord de son lit, les pieds nus sur le carrelage froid, son corps immobile mais son esprit agité. Ce n'était plus une simple nuit d'accueil improvisée. Il y avait désormais une tension sourde dans l'air, une impression persistante qu'elle était en train de franchir une limite invisible. Elle savait en son fort intérieur qu'il y avait des protocoles, des lois, des gestes officiels à suivre. Mais en même temps, elle sentait qu'en livrant Élodie trop vite, sans comprendre ce qu'elle traversait, elle risquait de la jeter dans une machine qui ne fait pas toujours la différence entre secours et violence. Et si la petite avait raison de craindre la police? Et si elle avait vu quelque chose ou compris quelque chose qu'elle n'osait pas dire? Claire n'était pas du genre à se faire des films, mais l'instinct qui l'avait poussée à ramener Élodie chez elle continuait à la guider. Elle ouvrit un tiroir, en sortit du papier et un stylo à billes. Elle se mit à écrire lentement, pesant chaque mot. La lettre qu'elle rédigeait n'était ni une confession ni une plainte. C'était une tentative d'alerte discrète, un geste de citoyenne sans nom, qui ne voulait ni gloire ni problème. Elle y décrivait brièvement la situation. Une fillette retrouvée seule, semblant perdue, refusant catégoriquement toute interaction avec la police.
Elle insista sur le fait qu'elle semblait en bonne santé, bien traitée, mais profondément bouleversée. Elle ajouta qu'elle voulait simplement aider, sans être impliquée davantage. Pas de signature, pas de numéro de téléphone. Elle glissa la lettre dans une enveloppe banale sur laquelle elle écrivit simplement « à l'attention des autorités ». Le lendemain matin, elle se leva avant l'aube. Elle se doucha en silence, prépara un café noir, s'habilla avec ses vêtements de travail, puis vérifia que la porte d'entrée était bien verrouillée de l'intérieur. Avant de partir, elle posa doucement une main sur la couverture qui recouvrait Élodie sans la réveiller, puis elle quitta l'appartement. En descendant les marches, elle tenait l'enveloppe fermement dans sa poche. Le poste de police se trouvait à quelques rues de son premier lieu de nettoyage du jour. Elle attendit que la rue soit presque vide, traversa rapidement le trottoir et glissa l'enveloppe dans la boîte aux lettres, sans ralentir son pas. Une fois cela fait, elle reprit sa route, le cœur battant plus fort qu'à l'habitude. Toute la journée, elle sentit son regard attiré par les écrans dans les vitrines des magasins. Elle ne comprenait pas pourquoi les images d'enfants se multipliaient, pourquoi des reporters parlaient avec autant de gravité. Mais comme elle ne s'arrêtait jamais, ne lisait pas les journaux, n'écoutait pas la radio, elle continuait à passer à côté des informations essentielles. Une partie d'elle voulait ne rien savoir. L'autre, plus lucide, redoutait que ce qu'elle craignait depuis le premier instant commence à se confirmer. De retour chez elle en fin d'après-midi, elle trouva Élodie assise dans la même position que la veille, ses dessins éparpillés autour d'elle. Mais cette fois, il y avait une nouvelle couleur dans les traits, du rouge. Claire observa discrètement. Sur le papier, une silhouette était barrée d'un grand trait rouge et au-dessus, une voiture noire mal dessinée. Elle n'osa pas poser de questions. Pas encore. Elle s'accroupit simplement pour ranger doucement les feuilles. « Tu as faim ?» Élodie hocha la tête. Claire prépara du riz avec un peu de légumes. Elles mangèrent en silence, comme deux étrangères forcées de partager une pièce sans se connaître. Puis Claire tenta à nouveau une approche. « Tu veux que je t'aide à retrouver ta maison ?» Élodie prit le temps de répondre. Elle fixa son bol vide, puis chuchota « Je veux pas rentrer ». Ce n'était pas une phrase anodine. Claire sentit son estomac se contracter. La voix d'Élodie était calme, mais ferme. Elle n'avait pas dit qu'elle ne pouvait pas rentrer, ni qu'elle ne savait pas où c'était. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas. Claire choisit de ne pas insister. Elle respecta ce silence, mais elle savait désormais que la situation était plus grave qu'elle ne voulait l'admettre. Le soir venu, après avoir veillé jusqu'à ce que la petite s'endorme, Claire s'assit au bord de la fenêtre, observant la rue plongée dans l'obscurité. Les réverbères projetaient une lumière jaune sur les trottoirs vides. Elle sentait en elle une inquiétude nouvelle. Elle n'avait jamais attiré l'attention de personne, et elle tenait à cette invisibilité. Mais à présent, elle sentait que chaque décision prise pouvait changer cela. Elle se demanda si la lettre avait été lue, si elle allait suffire. Elle espérait, naïvement peut-être, que quelqu'un, quelque part, saurait faire le lien sans avoir besoin de la faire entrer dans le tableau. Pendant que Lyon s'endormait lentement, dans un autre bureau à des centaines de kilomètres, un agent de police relisait la lettre reçue. Le ton neutre, la brièveté, l'absence totale de détails concrets l'avaient d'abord fait classer comme une farce, mais un mot l'avait retenu, Élodie. Le prénom était répété, souligné, et dans son esprit, une alerte discrète commença à s'allumer. Mais Claire, elle, ne savait rien de cela. Elle se contentait de veiller sur une enfant qu'elle ne connaissait pas, dans un appartement trop petit pour porter le poids d'un tel secret. Elle espérait que le silence suffirait à protéger. Elle ne voyait pas encore l'ombre d'un danger plus grand qui, lentement, commençait à se dessiner autour d'elle. Elle ignorait que ses gestes, même les plus prudents, étaient peut-être déjà observés. Le matin était à peine levé lorsque Claire, encore fatiguée d'une nuit sans sommeil véritable, se leva dans le silence tiède de son petit studio. Les rues de Lyon étaient noyées dans un brouillard fin et persistant, ce genre de ciel bas qui donne l'impression que le jour ne se lèvera jamais tout à fait. Elle bougea lentement, précautionneuse de ne pas réveiller Élodie, qui dormait recroquevillée sur le canapé, son petit visage détendu pour la première fois depuis qu'elle était apparue dans sa vie. Claire prépara du thé à l'ancienne, avec une vieille bouilloire qui sifflait doucement. En attendant l'eau chaude, elle décida de s'occuper du tas de vêtements sales accumulés depuis l'arrivée de la fillette. Elle savait que cela prendrait du temps, mais elle en avait besoin. C'était une façon d'agir,
de s'ancrer dans le concret, de repousser les questions angoissantes qui tournaient sans fin dans son esprit. Elle commença par le manteau, lourd et taché, qui avait gardé l'odeur de la rue. Elle vida les poches, une à une, y trouvant quelques mouchoirs froissés, un bouton cassé, une bille de plastique bleu. Puis, au fond de la poche droite, ses doigts touchèrent quelque chose de métallique. Elle tira l'objet avec précaution. C'était un petit bracelet fin en métal doré, presque effacé par l'usage. Il ne brillait pas, mais l'éclat usé suffisait à le rendre visible même à la lumière terne du matin. Claire le fit tourner entre ses doigts, intriguée. À première vue, c'était un bijou sans valeur, peut-être offert à un anniversaire ou à Noël. Mais en y regardant de plus près, elle vit une inscription minuscule gravée à l'intérieur du métal. Elle approcha le bracelet de la fenêtre pour mieux lire. Las en lettres fines mais nettes, Élodie D. Le cœur de Claire se serra. Cette initiale, ce D, il ne signifiait rien à lui seul, mais combiné au prénom, à la situation, à tout ce qu'elle avait tenté de ne pas voir jusque-là, il devint soudain un déclencheur. Elle sentit une chaleur étrange lui monter au visage. Elle reposa le bracelet sur la table, les mains tremblantes. Elle n'avait pas de télévision, pas d'ordinateur, mais un souvenir lui revint brusquement, net comme une lame de couteau, un vieux journal récupéré il y a quelques jours pour protéger le sol lors d'un nettoyage. Elle ne l'avait pas jeté. Il traînait toujours dans un coin de la cuisine. Elle se précipita vers le meuble bas, l'ouvrit en désordre et sortit les feuilles froissées. Elle les étala sur la table, les parcourant avec frénésie jusqu'à ce qu'un gros titre en bas de la une attire son attention. Le gouverneur Armand Duchesne offre une récompense à quiconque fournirait une piste sur la disparition de sa fille, Élodie. Une photo accompagnait l'article. Une petite fille blonde, souriante, le regard doux. Claire resta figée. C'était elle. Pas une ressemblance floue. C'était exactement le même visage. Le même regard que celui qui, quelques heures plus tôt, s'était posé sur elle depuis le canapé. Elle saisit le bracelet, le replaça à côté du journal, observa les deux objets comme si elle avait devant elle les pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu assembler. Tout devint limpide d'un seul coup. Elle n'avait pas simplement recueilli une enfant perdue. Elle hébergeait depuis plusieurs jours la fille d'un des hommes les plus puissants du pays. Et personne ne le savait. La sensation de vertige fut immédiate. Elle s'assit, les jambes coupées. Son souffle devint court, irrégulier. Des images de menottes, d'interrogatoires, de gros titres accusateurs défilèrent dans sa tête. Elle imaginait déjà les journaux écrivant qu'une femme de ménage isolée avait enlevé une enfant pour une rançon, qu'elle l'avait cachée, exploitée. Même si elle n'avait rien fait de mal, même si ses intentions avaient été sincères, elle savait que le monde ne voyait pas toujours la vérité, surtout quand elle venait d'une personne invisible comme elle. Elle se leva d'un bond, rangea rapidement le bracelet et le journal dans un tiroir, puis alla vérifier que la porte était bien verrouillée. Son regard se posa sur Élodie, toujours endormie. Claire s'approcha, l'observa longuement. Comment une enfant de ce rang s'était-elle retrouvée seule, en sandales dépareillées, sur un trottoir froid à l'aube? Pourquoi avait-elle si peur de la police? Pourquoi refusait-elle de rentrer chez elle? Rien ne collait avec l'image publique d'un père éploré, d'une famille désespérée à la recherche de leur enfant. Elle recula lentement, retourna dans la cuisine et s'appuya contre le mur, tentant de réfléchir. Elle devait prendre une décision, une vraie cette fois. Elle ne pouvait plus se contenter de rester passive. Le simple fait de garder Élodie ici était désormais une action lourde de conséquences. Pourtant, elle ne pouvait pas appeler la police sans trembler. Elle ne pouvait pas simplement déposer l'enfant devant une administration et espérer que tout rentre dans l'ordre. Quelque chose au fond d'elle lui disait que l'affaire était plus trouble qu'elle n'en avait l'air. Elle essaya de penser rationnellement. Le bracelet prouvait l'identité d'Élodie. Le journal confirmait la disparition. Mais tout cela ne répondait pas aux questions essentielles. Comment, pourquoi, depuis quand, et surtout, que faire maintenant? Elle pensa à retourner au commissariat, à expliquer tout depuis le début, à montrer le bracelet. Mais elle imaginait déjà le regard des policiers, les soupçons automatiques, les questions en cascade. Elle ne savait même pas si sa lettre anonyme avait été lue, ni si elle avait éveillé le moindre intérêt, et si on l'accusait d'avoir retardé l'enquête. De dissimulation, de complicité, le silence du studio devint soudain pesant. Elle alluma la radio portable qu'on lui avait offerte des années plus tôt.
Après quelques grésillements, une voix claire remplit la pièce. Toujours aucune nouvelle de la petite Élodie Duchesne, disparue depuis maintenant 5 jours. Les recherches se poursuivent activement, mobilisant des centaines d'agents à travers tout le territoire. Le gouverneur Duchesne a réitéré son appel à la population. Une récompense importante est toujours offerte à toute personne disposant d'informations concrètes. Claire éteignit aussitôt l'appareil, le cœur battant, les mains moites. Elle n'était plus seulement en possession d'une information. Elle était, sans le vouloir, devenue le centre d'un tourment national. Et cette situation allait tôt ou tard l'éclater au visage. Elle n'était pas prête, mais elle comprenait que l'attente n'était plus une option. Claire resta longtemps immobile devant le tiroir désormais refermé, contenant le bracelet et le journal plié. Tout ce qu'elle redoutait depuis le début de cette étrange rencontre avait pris forme en un instant. Elle était seule avec une enfant recherchée par le pays entier et personne ne savait qu'elle existait. Il aurait suffi d'un coup de téléphone, d'un message, d'un déplacement dans un commissariat pour tout changer. Mais Claire n'était pas certaine que cela suffirait à la protéger, ou à protéger Élodie. Les jours précédents s'étaient enchaînés dans une routine fragile, mais cette découverte venait tout renverser. L'image du gouverneur pleurant devant les caméras, appelant à l'aide, contrastait douloureusement avec la méfiance d'Élodie, son silence, ses gestes hésitants. Claire comprenait de mieux en mieux que cette histoire ne se résumait pas à une disparition d'enfants. Il y avait des zones d'ombre, des incohérences, et surtout, un danger potentiel dont elle ne mesurait pas encore l'ampleur. Elle se demandait si quelqu'un viendrait frapper à sa porte, si les forces de l'ordre allaient débarquer d'un moment à l'autre, alertées par la lettre qu'elle avait laissée. Pourtant, rien ne bougeait. Aucun signe qu'on la surveillait, aucun contact, aucune réponse. Le silence des autorités devenait presque une confirmation de ce qu'elle redoutait. Personne ne la croyait, ou pire, personne ne prenait son message au sérieux. Elle s'était protégée dans l'anonymat, pensant éviter les ennuis, mais cette précaution l'avait peut-être effacée aux yeux de ceux qui auraient pu l'aider. Et à présent, elle était prise au piège de ses propres choix. Élodie, de son côté, semblait s'adapter lentement. Elle parlait encore peu, mangeait peu, mais elle suivait Claire dans les gestes simples du quotidien. Elle ne posait pas de questions, ne demandait jamais rien. Elle observait, imitait, attendait. Un jour, elle resta des heures entières à dessiner. Toujours la même chose. Une maison entourée de murs hauts, des figures sans visage, des voitures noires. Claire, sans exprimer sa peur, rangeait les dessins dans une boîte, les gardant comme autant d'indices silencieux. Une après-midi, alors qu'elle revenait du marché, Claire sentit une présence inhabituelle dans la rue. Un homme, assis sur un banc en face de l'immeuble, lisait un journal. Il ne semblait pas les regarder, mais Claire sentit son regard à travers les pages. Elle entra rapidement dans l'immeuble, fit monter Élodie en premier, puis s'arrêta à mi-chemin dans l'escalier pour observer par la fenêtre. L'homme n'avait pas bougé. Il était toujours là, figé, le journal à la main. Elle sentit une alarme intérieure s'activer. Était-ce une coïncidence, un voisin, ou quelqu'un qui savait? Elle se maudit de n'avoir pas de téléphone moderne, pas d'outils pour vérifier ce qui se disait dans les médias, pas d'accès rapide à l'actualité. Tout ce qu'elle savait lui venait des bribes de conversation captées ici ou là, des pages abandonnées de journaux, de la radio qu'elle n'osait plus rallumer. Mais elle ne pouvait plus rester dans l'ignorance. Alors, ce soir-là, elle alla frapper à la porte de son voisin du 2e étage, un jeune homme discret qui travaillait souvent tard et lui avait autrefois proposé son aide pour imprimer des documents administratifs. « Est-ce que je peux utiliser ton ordinateur un instant ?» demanda-t-elle sans détour. Il parut surpris mais accepta sans poser de questions. Elle s'assit devant l'écran et tapa lentement le nom du gouverneur. Immédiatement, les résultats apparurent. Articles, vidéos, appels à témoins, images d'Élodie. Il n'y avait plus aucun doute possible. Le pays entier la cherchait. Une récompense avait été promise. Des cellules spéciales avaient été créées. Des centaines de fausses pistes avaient été étudiées. Et pourtant, personne n'avait encore trouvé la bonne. Claire lut tout ce qu'elle put, essayant de faire le tri entre faits et rumeurs. L'histoire officielle parlait d'un enlèvement dans un parc privé, sans témoin direct. La fillette aurait disparu en quelques minutes, sous les yeux distraits de sa nourrice. Les déclarations du gouverneur étaient très émotionnelles, presque théâtrales. Mais ce fut l'interview de la mère qui frappa Claire le plus. Contrairement à son mari, elle parlait peu.
Elle semblait fatiguée, mais étrangement posée, moins spectaculaire, plus sincère. À un moment, ses yeux s'étaient remplis de larmes, mais elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement murmuré « Si quelqu'un l'a, je veux juste savoir qu'elle ne souffre pas ». Claire éteignit l'écran. Elle avait pris sa décision. Elle allait rendre Élodie, mais pas n'importe comment. Elle remercia le voisin, redescendit chez elle et s'installa devant une feuille blanche. Elle écrivit une lettre, longue cette fois. Elle y expliquait tout, le moment précis où elle avait trouvé l'enfant, les jours passés ensemble, les raisons de son silence, ses hésitations. Elle décrivait aussi le comportement d'Élodie, ses silences, ses peurs, ses dessins. Elle n'accusait personne, mais elle soulevait des questions. Elle terminait par une phrase simple. « Je veux vous rendre votre fille, mais je dois m'assurer que cela ne lui fera pas de mal. » Elle ne signa pas de nom. Elle ajouta simplement un lieu et une date, proposant une rencontre discrète, pas avec la police, pas avec des caméras, avec la mère seulement. Le lendemain, elle posta la lettre en main propre en se rendant dans un quartier bourgeois où, d'après une brève mention dans un article, la famille Duchesne possédait une résidence secondaire. Elle glissa la lettre dans la boîte aux lettres, le cœur battant. En rentrant chez elle, elle sentit à nouveau la présence de l'homme au journal. Cette fois, il n'était plus là. Mais Claire savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les signes. Quelqu'un surveillait. Quelqu'un savait. Elle n'avait plus qu'à attendre et espérer que son geste ne soit pas mal interprété. Lyon semblait s'être figé dans un état de tension imperceptible. Claire, elle, était désormais prisonnière d'une attente qu'elle avait elle-même provoquée. Après avoir posté sa lettre, elle n'avait plus qu'à observer, en silence, les heures défiler avec la sensation constante qu'un événement important était en train de se rapprocher. Elle ne savait pas si sa lettre serait lue, ni même prise au sérieux. Rien ne garantissait que la mère d'Élodie la reçoive, et pourtant, c'était le seul chemin qui lui semblait à la fois juste et sûr. Elle avait refusé de faire confiance à la machine judiciaire. Elle avait choisi une femme, une mère, une inconnue dont la voix tremblante dans une interview de quelques minutes lui avait semblé plus vraie que toutes les conférences du gouverneur. Élodie, toujours aussi discrète, semblait sentir que quelque chose changeait. Elle suivait Claire partout dans l'appartement, comme une ombre légère. Elle ne posait toujours pas de questions, mais sa manière de regarder, d'écouter, révélait une sensibilité accrue à chaque geste de la femme qui l'hébergeait. Elle mangeait mieux, dormait un peu plus profondément, mais restait constamment sur le qui-vive, comme si une partie d'elle savait que cette parenthèse avait une fin proche. Claire le voyait, elle le sentait. Elle n'était pas seulement responsable d'une décision. Elle portait maintenant une confiance fragile, déposée sans condition par une enfant qui ne comprenait pas tout, mais qui comprenait suffisamment pour avoir peur. Claire avait cessé d'attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Le silence de la mère d'Élodie, bien qu'encore excusable par le délai postal, ne la rassurait pas. Elle savait que le temps jouait contre elle, qu'une action tardive pouvait tout compromettre. Il fallait agir, avec précision, avec discrétion, et avec une lucidité que la peur menaçait de dissoudre à tout instant. Elle décida de mettre en œuvre un plan plus concret. D'abord, elle retourna voir son voisin pour utiliser à nouveau son ordinateur. Cette fois, elle fit des recherches ciblées sur les apparitions publiques de la famille Duchesne. Elle découvrit qu'un événement caritatif était prévu à Paris, dans un musée, 3 jours plus tard. Un gala de soutien à des associations d'aide à l'enfance. Ironique, pensa-t-elle. Armand Duchesne devait y assister accompagné de sa femme. Ce genre d'événement attirait la presse, mais aussi de nombreux responsables politiques. Un lieu trop exposé pour une approche frontale, mais parfait pour remettre une enfant entre de bonnes mains sans provoquer de chaos. Claire nota le nom du lieu, l'heure, la date. Elle réfléchit à la logistique, aux risques, à l'enchaînement précis des mouvements. Elle ne voulait pas exposer Élodie, encore moins se faire remarquer. Elle savait que dans une telle foule, la confusion pouvait être un atout, mais aussi une faille dangereuse. Il fallait que la restitution se fasse rapidement, dans un espace sécurisé, sans brusquer la fillette, sans créer de panique. De retour chez elle, elle prépara un petit sac à dos pour Élodie. Elle y plaça quelques vêtements propres, des biscuits secs, une bouteille d'eau, le bracelet retrouvé dans le manteau, et une photo qu'elle avait trouvée dans l'un des articles imprimés par son voisin, où l'on voyait Élodie et ses parents lors d'un événement officiel. Elle ne savait pas si l'enfant se souvenait encore de cette image, mais elle espérait que cela l'aide
à ne pas paniquer quand le moment viendrait. Durant les jours qui suivirent, elle habitua lentement Élodie à l'idée d'un départ. Elle ne prononça jamais les mots « rendre » ou « adopter » ou « famille ». Elle ne fit pas de promesses ni de discours. Elle montra simplement une photo, parla doucement d'un voyage, d'un endroit où des personnes qui l'aimaient l'attendaient. Élodie ne répondit pas. Mais elle ne recula pas non plus. Elle sembla accepter cette perspective comme une fin logique à ce refuge provisoire. Peut-être qu'au fond d'elle, elle savait que Claire ne pouvait pas être sa maison pour toujours. Le matin du départ, Claire se leva avant le jour. Elle prépara des sandwichs, rangea ses affaires dans un vieux sac à dos et aida Élodie à s'habiller avec des vêtements propres. Elle lui coiffa les cheveux, lui mit un bonnet, une écharpe, des gants. Puis, sans un mot de trop, elles quittèrent l'appartement. Le trajet jusqu'à Paris fut long. Elles prirent un train régional au départ de la gare Pardieu. Claire avait payé en espèces pour ne pas laisser de traces. Pendant le voyage, Élodie regardait par la fenêtre, calme mais tendue. Claire, elle, ne cessait de vérifier les horaires, les correspondances, les possibilités de repli. À chaque arrêt, elle regardait les quais avec une attention fébrile, redoutant qu'un policier, un agent de sécurité ou même un passager ne les reconnaisse. Arrivées à Paris en début d'après-midi, elles prirent le métro jusqu'au quartier du musée. Claire connaissait peu la capitale, mais elle avait repéré les lieux sur des cartes imprimées. Elle voulait être prête à réagir, à disparaître si nécessaire. Elle ne cherchait pas à fuir la justice, mais elle voulait éviter le malentendu. Elle voulait qu'Élodie soit remise à sa famille dans les meilleures conditions, sans créer de traumatisme supplémentaire. Une fois devant le bâtiment, elle attendit, à distance. Elle observa les voitures officielles, les invités, les journalistes. Elle reconnut au loin la silhouette de la mère d'Élodie, ce visage fatigué, figé par les projecteurs. Cette femme qui, quelques jours plus tôt, lisait sa lettre peut-être. Claire sentit ses mains trembler. C'était le moment. Elle prit Élodie par la main, marcha lentement vers l'entrée contournant les barrières. Elle interpella un agent de sécurité à voix basse en lui montrant la photo. Elle dit simplement « Cette petite appartient à cette famille. Appelez sa mère, pas la police. » L'homme la regarda avec méfiance mais aussi avec une curiosité professionnelle. Il s'éloigna rapidement et quelques instants plus tard, 2 femmes arrivèrent. L'une d'elles poussa un cri étouffé. Claire lâcha la main d'Élodie, recula de 2 pas. La fillette regarda Claire, hésita, puis courut se réfugier dans les bras de la femme qui venait d'arriver. Aucun mot ne fut échangé entre elles, juste ce regard, prolongé, profond, de Claire vers Élodie, et ce léger hochement de tête que la fillette fit avant d'être emportée. Claire tourna les talons, s'éloigna sans se presser, le cœur battant. Personne ne la poursuivit, personne ne lui demanda son nom. Elle n'était plus invisible, mais elle n'était pas encore identifiée. Claire n'était pas retournée à Lyon immédiatement après avoir remis Élodie. Elle avait passé la nuit dans une petite auberge à la périphérie de Paris, ne dormant que par bribes, l'esprit encore pris dans le vertige de ce qu'elle venait de faire. Elle revoyait sans cesse le moment où la fillette avait couru vers sa mère, cette image brève, presque irréelle, comme un rêve éveillé. Elle ne regrettait rien, mais elle savait que ce geste ne resterait pas sans conséquence. Et même si elle n'avait rien demandé, même si elle n'avait cherché ni reconnaissance ni attention, elle sentait au fond d'elle que la suite risquait d'être bien plus difficile que ce qu'elle venait d'affronter. Le lendemain matin, elle prit un train pour Lyon, encore une fois payée en espèces, toujours aussi discrète. Elle évita les regards, garda sa capuche sur la tête et vérifia régulièrement qu'aucun agent ne semblait l'observer. À son arrivée, elle prit les ruelles les plus calmes, fit un détour pour éviter la grande avenue et monta les escaliers de son immeuble avec une prudence nouvelle. Chaque pas résonnait plus fort que d'habitude. Une fois devant sa porte, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La serrure était légèrement griffée, la poignée déplacée, la porte entr'ouverte. Elle la poussa lentement, retenant son souffle. À l'intérieur, le désordre était partout. Les tiroirs avaient été vidés, les coussins déplacés, la boîte de dessin d'Élodie renversée. Le tiroir contenant le bracelet et le journal était ouvert. Elle s'approcha, le cœur battant. Le bracelet avait disparu. Elle chercha paniquée les feuilles manuscrites qu'elle avait griffonnées les jours précédents, ses notes, la copie de la lettre envoyée à la mère. Tout avait été fouillé. Mais rien n'indiquait un cambriolage ordinaire. Rien n'avait été volé à part les objets en lien avec Élodie. Cela ne pouvait pas être un hasard,
Claire recula lentement, referma la porte derrière elle, puis s'assit au sol, tremblante. Ce n'était plus une hypothèse. Quelqu'un l'avait suivie. Quelqu'un savait exactement ce qu'elle avait fait et ce qu'elle avait entre les mains. Elle avait été trop prudente pour laisser des traces évidentes. Mais elle avait sous-estimé la capacité des puissants à retrouver ceux qui les gênent. Elle pensa immédiatement au visage de l'homme au journal, plusieurs jours auparavant. Ce n'était pas une impression. Elle avait été surveillée. Elle savait qu'elle devait agir vite. Rester dans l'appartement était dangereux. Elle rassembla quelques affaires dans un sac, prit des vêtements, ses papiers, un peu d'argent liquide. Avant de partir, elle écrivit une nouvelle lettre, cette fois adressée à elle-même. Elle y nota les faits, le cambriolage, les objets disparus, le nom de la fillette, la date de leur rencontre. Elle cacha la lettre dans un compartiment du vieux radiateur sous la fenêtre, derrière une grille qu'on ne démontait jamais. Une sorte d'assurance silencieuse, au cas où quelque chose lui arriverait. Puis elle sortit, descendit les escaliers avec lenteur, traversa la rue, s'éloigna sans se retourner. Elle ne savait pas où aller. Elle n'avait jamais eu de famille proche, pas d'amis intimes, personne chez qui se réfugier. Elle marcha pendant des heures, traversa des quartiers qu'elle ne fréquentait jamais, chercha un hôtel bon marché, en trouva un dans une ruelle discrète. Là, dans une chambre triste aux murs défraîchis, elle s'effondra sur le lit exténuée. Le lendemain, l'onde de choc atteignit les écrans. Dans les journaux télévisés, une alerte spéciale coupa les programmes habituels. Un visage familier apparut, celui du gouverneur Armand Duchesne. Cette fois, il ne pleurait pas. Il était grave, le regard froid, encadré par 2 officiers. Il lut une déclaration officielle. Sa fille avait été retrouvée saine et sauve. Elle allait bien, elle était à l'abri. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Mais la suite de la conférence choqua encore davantage. La police confirmait avoir reçu des informations anonymes et remerciait les citoyens pour leur vigilance. Un appel à témoins était diffusé. Une femme encore non identifiée aurait ramené la fillette. Des images floues de caméras de sécurité étaient montrées. Une silhouette féminine quittant les abords du musée, une enfant dans les bras d'une autre femme à proximité. Le visage de Claire n'apparaissait pas, mais sa silhouette, sa démarche, ses vêtements étaient reconnaissables pour qui la connaissait. Et dans son immeuble, plusieurs voisins suivaient le journal. L'un d'eux, un homme d'âge moyen qui ne l'avait jamais vraiment apprécié, appela la ligne de la préfecture. Il déclara avec assurance qu'il la reconnaissait, qu'il l'avait vue avec une enfant récemment. Il parla de ses allées et venues étranges, de son comportement discret, de ses absences. D'autres témoignages suivirent. Certains la décrivaient comme solitaire, toujours dans son coin, bizarre. En quelques heures, l'image de Claire bascula de l'anonymat à celle d'un mystère à éclaircir. La police prit note. Le nom de Claire Moreau entra officiellement dans le système comme personne d'intérêt. Claire, dans sa chambre d'hôtel, regardait les images en silence. Elle n'avait pas été arrêtée, pas encore. Mais elle comprenait que la machine s'était mise en marche et qu'à présent, il ne suffisait plus d'avoir fait le bien pour être protégée. Les discours changeaient. Les mots « complice »,« dissimulation »,« enlèvement » apparaissaient dans les débats. Les réseaux sociaux s'en mêlaient. Certains la qualifiaient d'héroïne, d'autres de manipulatrice. Sa vie entière était disséquée, malgré son silence. Elle pensa un moment à se livrer, à se présenter au commissariat, à tout expliquer. Mais une part d'elle hésitait encore. Elle avait vu de trop près la facilité avec laquelle la vérité pouvait être tordue. Elle n'avait ni avocat, ni soutien. Elle savait que, dans certains récits, ceux qui dérangent sont facilement sacrifiés. Elle décida d'attendre, d'observer, de réfléchir. Elle n'avait pas peur pour elle. Elle avait peur que ce qu'elle avait découvert, ce que l'enfant lui avait montré sans parler, ne soit jamais entendu. Et désormais, elle savait qu'elle n'était plus seule dans cette histoire. D'autres mains invisibles s'étaient glissées dans le récit. Le matin suivant, Claire se réveilla dans une chambre dont elle ne reconnaissait pas les contours. Les murs gris, le store cassé, l'odeur de renfermé, tout lui rappelait qu'elle avait dû fuir précipitamment un monde qu'elle avait toujours tenu à distance. Ce monde fait d'ombres et de silence l'avait désormais rattrapée, mais elle ne regrettait pas. Elle n'avait pas pris Élodie pour elle. Elle ne l'avait pas cachée pour profiter de sa vulnérabilité. Elle l'avait simplement protégée comme une mère de fortune,
une passante qui avait refusé de détourner les yeux. Assise sur le lit défait, elle observait l'écran muet de la télévision suspendu au mur. Les images continuaient à tourner en boucle. La conférence du gouverneur, l'annonce officielle, les premiers extraits flous de vidéos de surveillance, et puis l'émergence d'un autre discours, plus subtil, plus pernicieux, celui des doutes. Certains chroniqueurs, sans accuser directement Claire, la présentaient comme une énigme. Une femme effacée, sans antécédents connus, mais dont la disparition coïncidait trop bien avec la réapparition miraculeuse de l'enfant. On montrait une porte fracturée, des témoignages approximatifs, des images peu claires. Le mystère prenait le pas sur les faits. Claire savait que le temps du silence était révolu. Elle ne pouvait plus se contenter d'attendre que les choses s'apaisent. Elle devait comprendre. Non pas pour se défendre, mais parce qu'au fond d'elle, une question persistait. Pourquoi Élodie avait-elle si peur de revenir chez elle? Pourquoi ce mutisme, cette résistance à l'idée d'être retrouvée? Et pourquoi, maintenant que l'enfant avait été remise à sa famille, personne ne parlait de ce qu'elle avait dit, dessiné, révélé de façon indirecte, mais si claire à travers ses gestes? Elle sortit du petit hôtel au milieu de l'après-midi, enroulée dans un manteau trop large, une casquette rabattue sur le visage. Elle marcha sans but précis, laissant ses pas la guider vers des rues moins familières de la ville. Elle avait toujours eu ce réflexe d'éviter les lieux connus. Les vieux réflexes de celle qui passe inaperçue. Mais cette fois, elle cherchait une destination. Et elle se souvenait d'une chose, les mots d'Élodie, prononcés une seule fois, dans un murmure, alors qu'elle lui parlait de voitures noires et de murs hauts. « On m'a laissé dans une école ». Ces mots-là n'avaient jamais quitté l'esprit de Claire. Et elle connaissait une ancienne école abandonnée, à la sortie nord de Lyon, fermée depuis plusieurs années, à cause de travaux jamais commencés. Un endroit oublié, loin des regards. Elle y était déjà passée, par hasard, lors d'un de ses anciens trajets de travail. Elle y alla. Le portail rouillé tenait à peine. Elle le poussa doucement, pénétra dans une cour envahie par les mauvaises herbes. Les fenêtres brisées, les murs tagués, les escaliers délabrés, tout indiquait que personne ne venait plus ici. Mais en marchant lentement dans les couloirs déserts, elle eut cette impression tenace que cet endroit avait été récemment occupé. Des papiers froissés dans une salle, un gobelet plastique presque neuf dans un coin, un morceau de couverture roulé dans un angle sombre. Elle avança prudemment, le cœur battant. Et dans une salle du fond, elle trouva ce qu'elle ne cherchait plus vraiment, des dessins, collés au mur avec du ruban adhésif, des dessins d'enfants. Ils étaient rudimentaires, faits avec des feutres usés. Mais l'un d'eux représentait clairement une silhouette féminine, tenant la main d'une petite fille. L'autre montrait une voiture noire et un homme sans visage, dessiné avec un costume sombre debout devant une porte. Au bas de l'un des dessins, un mot était écrit « Bureau ». Ce n'était pas signé. Mais Claire reconnut le style. Elle fit rapidement le tour de la pièce. Il y avait des restes de nourriture sèche, une bouteille d'eau vide, une couverture étalée sur le sol. Quelqu'un avait logé ici récemment, avec une enfant. Et ce quelqu'un l'avait fait discrètement, trop discrètement. Elle commençait à assembler les éléments. Élodie n'avait pas été enlevée dans un parc, comme l'avait dit le gouverneur. Elle avait été déposée ici, cachée. Et si Claire ne l'avait pas trouvée par hasard, elle y serait peut-être restée encore longtemps, invisible. Mais qui l'avait laissée là? Et surtout, pourquoi? Elle sortit de l'école aussi vite qu'elle était entrée, le cœur lourd. Les événements prenaient une tournure encore plus dérangeante. Si ce n'était pas un enlèvement classique, alors cela ressemblait à une mise en scène. Et si tel était le cas, Claire se retrouvait désormais au centre d'un jeu dangereux, manipulé par des forces qu'elle ne comprenait pas encore. Le soir même, elle retourna dans le quartier de son ancien immeuble. Elle ne monta pas. Elle resta de l'autre côté de la rue à observer. Deux hommes discutaient sur le trottoir. L'un d'eux portait une oreillette. L'autre avait un dossier sous le bras. Ils ne ressemblaient pas à des voisins. Elle comprit que son appartement était probablement sous surveillance, mais elle s'en fichait. Elle ne comptait pas y retourner. Ce qu'elle avait vu à l'école suffisait à la convaincre qu'il fallait révéler ce qu'elle savait, mais pas à n'importe qui. Dans la chambre d'hôtel, elle prit un vieux téléphone qu'elle gardait éteint au fond de son sac. Elle y inséra une carte prépayée, enregistrée au nom de personne. Puis, dans l'intimité de la nuit, elle enregistra un message vidéo. Elle parlait calmement, sans colère, sans effet. Elle raconta tout.
La découverte d'Élodie, les jours passés ensemble, les dessins, les paroles, la peur de l'enfant, la lettre envoyée, la restitution à Paris. Puis elle montra les photos prises dans l'école abandonnée, les dessins retrouvés, les indices laissés là. Elle ne faisait aucune accusation directe, mais les faits suffisaient. Elle termina par ces mots. « Je ne cherche pas à être crue. Je veux simplement que quelqu'un se pose les bonnes questions. » Le lendemain, elle envoya la vidéo à 3 journalistes indépendants dont elle avait entendu parler dans les journaux gratuits qu'elle lisait parfois. Des gens qui s'étaient fait connaître pour avoir publié des enquêtes étouffées ailleurs. Puis, elle quitta l'hôtel sans laisser de traces. Ce n'était plus une question d'innocence ou de culpabilité. C'était une question de vérité. Et Claire, malgré sa peur, n'était plus prête à la taire. Claire avait franchi une ligne invisible. Jusqu'ici, elle s'était contentée d'agir en retrait, d'observer sans se faire voir, de décider seule dans le silence de ses nuits. Mais le message vidéo qu'elle venait d'envoyer changeait tout. Elle n'était plus une simple témoin. Elle devenait une voix. Une voix sans visage, certes, mais une voix qui allait perturber un récit que beaucoup s'étaient empressés d'accepter sans poser de questions. Elle le savait. Et elle savait aussi qu'elle n'aurait plus le luxe de disparaître. Elle choisit de rester dans les environs de Lyon pour quelques jours encore, utilisant des hôtels différents chaque nuit, payant toujours en espèces, changeant de vêtements régulièrement, évitant les caméras dans les lieux publics. Elle vivait dans un état d'alerte permanent, le cœur battant au moindre bruit de pas dans un couloir, au moindre regard prolongé d'un inconnu dans une file d'attente. Mais malgré cette tension constante, elle gardait l'esprit clair. Elle savait qu'il lui restait une dernière chose à faire. Elle devait rendre l'affaire impossible à ignorer. 3 jours après l'envoi de la vidéo, les premières secousses se firent sentir. Un article publié discrètement sur un site d'information alternatif fit état de zones d'ombre troublantes dans la disparition de la fille du gouverneur. Aucune mention directe de Claire, ni de la vidéo, mais plusieurs phrases laissaient entendre qu'un témoignage clé avait été reçu. Le lendemain, un autre média reprit l'information, puis un troisième. Très vite, les réseaux sociaux s'emparèrent du sujet. Le nom d'Élodie Duchesne réapparut en tendance, accompagné cette fois d'interrogations. Pourquoi l'enfant ne parlait-elle pas? Pourquoi avait-elle été retrouvée dans des circonstances si floues? Et surtout, pourquoi le gouverneur refusait-il désormais toute interview? Claire suivait tout cela de loin, à travers des terminaux publics et des téléphones empruntés. Elle savait que l'étau se resserrait, mais elle voulait encore une fois garder l'initiative. Elle apprit par une brève mention en ligne que la première dame, épouse du président, assisterait à une cérémonie publique à Paris dans une semaine. Une inauguration dans un grand parc urbain, en présence d'enfants de plusieurs associations. L'information était peu relayée, mais suffisante pour ses plans. Ce serait l'endroit, ce serait le moment. Elle prit un bus de nuit jusqu'à Paris, voyageant en silence, le regard perdu dans le vide. Elle n'avait pas emporté grand-chose. Quelques vêtements, des papiers, le reste de ses économies. Elle se savait suivie ou sur le point de l'être, mais elle misait tout sur la rapidité, sur la lumière du jour, sur le fait qu'aucun pouvoir n'oserait faire taire une vérité en plein lieu public, sous les caméras, sous les yeux d'enfants. Elle arriva 2 jours avant l'événement, repéra les lieux, observa les points d'entrée, les patrouilles de sécurité, les emplacements possibles pour une approche. Elle ne voulait pas se cacher, mais elle devait éviter le chaos. Elle voulait être entendue, et pour cela elle devait rester en contrôle jusqu'au dernier instant. Le jour venu, elle se mêla à la foule, vêtue simplement, son sac à l'épaule. Elle n'avait pas de pancarte, pas de micro, pas de slogan. Juste un téléphone dans lequel elle avait rechargé la vidéo, prête à la montrer, et des copies de la lettre qu'elle avait adressée à la mère d'Élodie. Son objectif n'était pas de créer un scandale, mais de forcer une conversation, de mettre un visage sur le silence. Elle se rapprocha doucement du périmètre sécurisé. À une 50aine de mètres, elle aperçut la première dame, entourée de membres de son équipe, de responsables politiques, de caméras. Claire attendit que les discours commencent, que l'attention soit concentrée ailleurs, puis s'approcha d'un agent en civil à la périphérie du groupe. « Je dois parler à elle maintenant. C'est au sujet de la fille du gouverneur Duchesne. » L'homme haussa les sourcils, visiblement surpris. Claire ouvrit son sac, en sortit un dossier, lui tendit. « Il y a des preuves. Elle comprendra. C'est pour la sécurité de l'enfant. » Le garde hésita. Il regarda Claire longuement, puis le contenu du dossier.
Il recula de quelques pas, parla à son oreillette. 2 minutes plus tard, une femme en tailleur s'approcha, prit le dossier, l'ouvrit, parcourut rapidement les pages. Claire vit son visage changer. « Venez avec moi », dit-elle simplement. Elle ne mena pas Claire vers la première dame, mais vers une tente blanche installée à l'écart du public. Là, un officier de sécurité les rejoignit. Claire resta debout, droite, et raconta tout. Encore une fois. Elle parla d'Élodie, du trottoir, des dessins, de la peur constante, de la voiture noire, de l'école abandonnée. Elle insista sur un point. Elle n'avait jamais cherché à nuire. Elle avait simplement voulu comprendre ce que personne ne semblait voir. Pendant qu'elle parlait, la femme en tailleur lisait attentivement les copies de dessins, les photos prises dans l'école, les passages transcrits de ce qu'Élodie avait dit. À la fin, elle releva les yeux. « Vous êtes en danger, Madame Moreau, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Restez ici. » Claire ne répondit rien. Elle savait ce que cela signifiait. Elle ne contrôlait plus rien. 1 heure plus tard, un communiqué officiel fut lu devant les caméras. Des éléments nouveaux viennent d'être portés à l'attention de la présidence. Une enquête parallèle est ouverte. Toute personne ayant été en contact avec Élodie Duchesne est invitée à se manifester. Aucune mention de Claire, mais elle comprit le message. Le soir même, dans les journaux du pays entier, la tonalité avait changé. Les journalistes parlaient désormais d'incohérences troublantes, d'un cadre politique éclaboussé par des révélations inattendues. L'affaire n'était plus une disparition résolue. Elle devenait une énigme politique, et sans l'avoir cherchée, Claire Moreau en était devenue le déclencheur. Elle ne rentra pas à Lyon. Pas tout de suite. Elle se réfugia dans une pension discrète, à la frontière de la ville, surveillée mais libre. Elle n'avait pas été arrêtée. Elle n'était pas considérée comme une coupable, mais elle était enfin entendue, et elle savait que désormais, la vérité ne pourrait plus être étouffée. La une de tous les quotidiens nationaux ce matin-là portait un seul nom, Claire Moreau. Après des semaines d'effacement volontaire, de silence défendu et de gestes prudents, son visage apparaissait enfin, tiré d'une vieille photo d'identité retrouvée dans des archives de l'état civil. Le titre de l'article principal du Monde disait simplement « La femme qui a trouvé Élodie parle enfin ». Dans d'autres journaux, les mots variaient « La femme de l'ombre »,« Le témoin silencieux », la citoyenne invisible devenue clé d'une affaire d'État. Mais tous s'accordèrent sur un point. Ce n'était plus une simple disparition. C'était une affaire politique, une manipulation, un scandale. Depuis la diffusion de son témoignage et l'ouverture d'une enquête parallèle, les choses s'étaient accélérées à une vitesse que Claire n'avait pas anticipée. Les journalistes avaient creusé, recoupé les éléments, interrogé d'anciens collaborateurs du gouverneur, d'anciens employés municipaux, des policiers, des éducateurs. Et bientôt, le vernis s'était fissuré. L'histoire officielle de la disparition d'Élodie ne tenait plus. Les horaires ne concordaient pas. La nourrice censée avoir perdu l'enfant dans un parc n'avait jamais été identifiée publiquement. Et les images de surveillance du secteur montraient des incohérences. Pire encore, les relevés de géolocalisation de plusieurs véhicules officiels montraient des arrêts prolongés à proximité de l'école abandonnée où Claire avait retrouvé les dessins. Un nom revenait souvent dans les documents ébruités par la presse. Jean-Marc Fleury, un conseiller personnel du gouverneur chargé de la communication de crise. Ce Fleury, selon plusieurs sources anonymes, aurait orchestré une mise en scène destinée à créer un choc médiatique autour de la figure d'Armand Duchesne, alors en pleine phase de campagne présidentielle interne. Le plan, bien que grotesque dans son exécution, était simple. Créer une disparition contrôlée, susciter l'empathie nationale, puis faire réapparaître l'enfant dans un élan d'émotion collective. L'élément incontrôlable, imprévu, fut l'apparition de Claire, une femme que personne n'avait prévue, une variable trop humaine dans une équation politique. Les révélations se succédaient. Les médias traitèrent l'affaire comme un feuilleton, mais avec une gravité nouvelle. Ce n'était plus seulement une manipulation d'images. Il s'agissait désormais de maltraitance infantile, de négligence criminelle, de détournement de fonds publics dans le cadre de l'opération de recherche. L'inspection générale de la police avait ouvert un audit interne sur les conditions de l'enquête initiale. Des perquisitions avaient eu lieu, des ordinateurs saisis, des communications analysées. Claire observait tout cela avec une distance prudente. Hébergée dans un lieu discret,
Sous la protection temporaire d'une association de juristes engagés, elle ne sortait pas en public. Elle avait reçu des demandes d'interview de toutes les chaînes de télévision, des offres d'édition, des invitations à des plateaux en prime time. Elle avait tout refusé. Elle ne voulait pas devenir une figure, encore moins un symbole. Elle voulait que l'attention reste sur Élodie, sur ce que l'enfant avait subi, sur les silences qu'on avait tenté de lui imposer. Malgré tout, son anonymat avait cessé d'exister. Sa rue à Lyon était devenue un lieu de pèlerinage pour certains curieux. Des bouquets de fleurs avaient été déposés devant la porte de son ancien immeuble. Des messages griffonnés sur des feuilles blanches collaient encore au mur. « Merci Claire. Tu as vu ce que personne n'a vu. Tu es une héroïne. » Mais pour chaque message d'admiration, il y avait aussi des mots plus sombres. Certains l'accusaient de mensonge, de manipulation politique, d'avoir voulu nuire à une famille respectable. Des photos truquées circulaient sur les réseaux sociaux, la montrant complice d'activistes ou infiltrée par des partis d'opposition. La ligne entre vérité et invention devenait floue. Le visage de Claire, désormais public, devenait un champ de bataille symbolique. Elle passait ses journées à lire, à suivre les publications, à répondre parfois à des lettres reçues par courrier, envoyées à l'adresse de l'association qui l'hébergeait. Des lettres d'enseignants, d'infirmières, de femmes de ménage, de mères célibataires. Toutes racontaient la même chose, une vie invisible, un quotidien ignoré, et l'écho qu'elles avaient à trouver dans son geste. Un après-midi, alors que la pression médiatique semblait redescendre, un communiqué officiel fut diffusé. Armand Duchesne, dans une déclaration solennelle, annonçait son retrait temporaire de toute fonction publique, le temps que l'enquête suive son cours. Il remerciait les citoyens pour leur mobilisation, mais ne fit aucune allusion à Claire. Pas un mot, pas un regard, comme si elle n'avait jamais existé. Mais dans la presse, ce silence fut interprété comme un aveu, un refus de confrontation. Les éditorialistes parlaient désormais de fin de carrière, de chute brutale, de stratégie ratée. Certains rappelaient les précédentes crises étouffées, les autres affaires oubliées, les décisions autoritaires. En quelques jours, le nom Duchesne, jadis respecté, était devenu un symbole de cynisme politique. Et dans cette chute publique, Claire n'avait rien revendiqué. Elle était restée droite, constante, humble. Pourtant, elle commençait à sentir le poids de l'exposition. Lorsqu'elle sortait, même brièvement, elle était reconnue. Certaines personnes la saluaient avec respect. D'autres la fixaient en silence. Elle n'était plus une passante. Elle était devenue quelqu'un que l'on observe, que l'on juge, que l'on commente, et cela lui faisait peur. Un soir, elle fut invitée à une réunion privée dans les locaux de l'association. À son arrivée, une petite équipe l'attendait, parmi eux un avocat, une psychologue et un homme discret, envoyé par un service de protection des témoins. Ils lui expliquèrent qu'elle était libre, qu'elle n'était accusée d'aucun crime, mais qu'elle restait exposée. Ils lui proposèrent une nouvelle identité, un déménagement, un silence officiel. Claire refusa, pas par orgueil, mais parce qu'elle avait encore une chose à dire. Une dernière chose, pas dans un plateau télévisé, pas dans un livre, mais directement à ceux qui avaient choisi de l'écouter malgré le bruit. Elle demanda un stylo et une feuille de papier. Assise à une table modeste dans les bureaux exigus de l'association qui l'hébergeait, Claire tenait le stylo entre ses doigts, hésitante. Le papier devant elle restait vierge, aussi silencieux que les derniers jours qu'elle venait de vivre. Tout ce qu'elle aurait voulu oublier s'étalait dans la presse, et tout ce qu'elle aurait préféré garder pour elle devenait maintenant matière à débat public. Elle n'avait jamais demandé à être mise en lumière, et pourtant, son nom circulait dans des cercles qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Universitaires, juristes, militants des droits de l'enfant, éditorialistes, jusqu'à des députés, tous parlaient d'elle comme d'un signal d'alarme, un révélateur d'une faille systémique dans la gestion du pouvoir, de la protection de l'enfance, de la responsabilité politique. Mais cette visibilité avait un prix. Depuis la publication de l'enquête officielle, les appels s'étaient multipliés. Des journalistes attendaient devant les locaux de l'association, filmant les allées et venues, dans l'espoir d'apercevoir Claire. Des drones avaient même été aperçus planant au-dessus du bâtiment. La boîte aux lettres débordait de lettres d'admiration, mais aussi de menaces à peine voilées. Des messages électroniques anonymes circulaient sur des forums,
accusant Claire d'avoir participé à un complot organisé pour déstabiliser les institutions. Son visage avait été caricaturé, transformé en mème, récupéré par toutes sortes de groupes, de l'extrême gauche militante aux théoriciens de la conspiration d'extrême droite. Les voisins du centre qui l'accueillaient avaient déposé plainte pour nuisance. Certains membres de l'association recevaient des pressions, des menaces de coupe de subventions. Même les volontaires les plus fidèles se demandaient combien de temps encore ils pourraient la protéger sans que cela n'affecte leurs autres missions. Claire observait tout cela avec une lucidité qui mêlait tristesse et résignation. Elle comprenait que le problème ne venait pas d'elle, mais de ce qu'elle représentait, une anomalie dans un système qui n'aime pas les gestes imprévus. Un matin, elle reçut une lettre glissée sous la porte. Pas un email, pas un appel. Une lettre manuscrite sur un papier épais plié avec soin. Elle l'ouvrit, d'abord méfiante, puis étonnée. En haut du feuillet, un blason officiel. À l'intérieur, une écriture élégante, précise, sans fioritures, quelques lignes seulement. Une invitation à un entretien privé. Une adresse, une date, une signature. Armand Duchesne. Elle relut plusieurs fois la lettre sans comprendre. Ce nom associé depuis des semaines à manipulation, douleur, responsabilité politique, venait de surgir dans son espace personnel, sans violence, sans commentaire public. Une proposition d'échange, loin des caméras, loin des journalistes, loin du tumulte. Une demande directe, presque déstabilisante. Elle montra la lettre à l'équipe juridique. Les avis furent partagés. Certains lui déconseillaient formellement de s'y rendre, d'y voir une stratégie de récupération. D'autres, plus modérés, y voyaient un possible apaisement, une tentative sincère de comprendre, de dialoguer. Claire ne donna pas sa réponse immédiatement. Elle avait besoin de réfléchir, seule. Elle retourna dans la petite chambre où elle dormait, relut la lettre encore une fois, puis regarda par la fenêtre où les passants circulaient sans la reconnaître. Le lendemain, elle sortit avant l'aube. Elle prit un bus local, descendit dans un quartier résidentiel de la périphérie. Elle marcha plusieurs minutes à pied jusqu'à une petite bibliothèque municipale. Là, elle entra sans être remarquée, s'installa à une table et commença à écrire. Pas un discours, pas un manifeste, juste une réponse. Elle y parlait d'Élodie, de l'importance de ne pas la trahir une seconde fois, de la nécessité de vérité mais aussi de réparation. Elle n'évoquait pas les accusations, ni les responsabilités politiques, mais seulement ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti, ce que l'enfant lui avait appris. Elle termina la lettre en acceptant la rencontre, mais à une condition, qu'elle se tienne en présence de la mère d'Élodie. Pas d'assistant, pas de communicant, pas de caméra. 2 jours plus tard, une réponse lui parvint. Oui, la mère serait là. Et non, il n'y aurait pas de tiers. Le lieu avait changé. Une résidence discrète, propriété du couple, à l'extérieur de Paris. La date restait la même. Claire se prépara sans empressement, sans angoisse apparente. Elle avait vécu l'essentiel. Elle avait tenu bon. Elle n'attendait rien de cette entrevue, sinon une fermeture, une clôture digne. Avant de partir, elle laissa un mot à l'association. « Merci, je reviendrai, ou pas, mais je vous dois la paix des derniers jours. » Elle ne prit pas le train. Elle voyagea en voiture, conduite par une personne de confiance recommandée par un contact de l'association. Le trajet fut long. Elle ne parla presque pas. À son arrivée, la résidence était calme, protégée par un mur discret. Aucune présence policière apparente. Une femme l'attendait à l'entrée. Pas de discours, pas d'interrogatoire. Elle l'invita à entrer dans un salon sobre, lumineux, aux murs couverts de livres. Armand Duchesne et sa femme étaient là. Lui semblait fatigué, plus que sur les photos récentes. Elle, droite, silencieuse, le regard profond. Claire s'assit. Personne ne prit la parole immédiatement. Le silence, dense, n'était pas tendu. Il était nécessaire. Puis le gouverneur s'exprima. Pas comme un homme politique, comme un père. Je ne cherche pas à me défendre. Je veux juste comprendre ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, et vous dire merci. Pour elle, Claire hocha lentement la tête. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une confession, mais c'était une ouverture, une brèche dans le mur. Elle parla peu, juste ce qu'il fallait. Elle décrivit l'enfant, ses peurs, ses silences, ses gestes. Elle parla de l'école abandonnée, de la voiture, de l'homme au costume, de tout ce que l'enfant n'avait pas su dire avec des mots,
mais qu'elle avait crié autrement. À la fin de l'échange, Armand Duchesne proposa un soutien financier, une aide pour reconstruire. Claire refusa. Elle n'était pas venue pour cela. Elle demanda une chose, une seule, que vous fassiez en sorte qu'aucune autre Élodie ne soit oubliée. Ce fut la mère qui répondit. Ce sera fait. Claire sortit de la maison au coucher du soleil, dans le silence le plus total. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle n'attendait plus rien. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette dernière phrase allait devenir un point de départ. Pas seulement pour elle, pour d'autres aussi. Pour celles et ceux qui, comme elle, passent leur vie à faire le bien sans jamais être vus. Le retour de Claire à Lyon n'eut rien de spectaculaire. Pas de cortège, pas de journalistes cette fois, pas de caméras embusquées dans les ruelles. Après la rencontre privée avec le couple Duchesne, les médias s'étaient peu à peu détournés de son histoire. L'actualité avait repris ses droits, d'autres scandales avaient émergé, d'autres sujets avaient pris le devant de la scène. L'affaire Duchesne, bien que toujours en cours d'instruction, n'était plus une priorité pour le public. Élodie, elle, était rentrée à l'abri, loin de la presse, et aucune information supplémentaire n'avait filtré sur sa prise en charge. Les autorités avaient protégé l'enfant, cette fois réellement. Claire n'en demandait pas davantage. Elle voulait que l'essentiel soit préservé, que la petite ne soit plus utilisée, ni pour construire une image, ni pour défendre un nom. Elle reprit une vie discrète, habitant désormais un petit logement mis à disposition par l'association qui l'avait soutenue. Elle recommença à travailler, lentement, d'abord dans des lieux discrets, puis chez de nouveaux clients qui l'avaient connue seulement par ce qu'elle faisait, et non par ce qu'on avait dit d'elle. Elle nettoyait comme avant, avec la même attention, la même précision. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus invisible. Son nom, même s'il n'était plus sur toutes les lèvres, restait dans certains esprits. Il apparaissait parfois dans des articles de fond, dans des colloques sur la protection de l'enfance, dans des cercles professionnels où l'on discutait des lanceurs d'alerte, des figures ordinaires qui avaient agi sans attendre l'ordre des puissants. Claire refusait toujours les interviews, mais elle acceptait parfois de répondre à des lettres de jeunes femmes, d'étudiants, de travailleurs sociaux. Non pas pour raconter encore une fois son histoire, mais pour les encourager à agir, à regarder, à ne pas détourner les yeux quand quelque chose semble anormal. Un jour, plusieurs mois après les événements, elle reçut une invitation officielle. Cette fois, l'enveloppe ne portait pas de nom propre, mais le cachet du ministère de la Solidarité. À l'intérieur, une lettre courte directe. Elle était conviée à une réunion de lancement d'un nouveau programme national, en présence de plusieurs ministres, de représentants d'associations, et si elle acceptait, du couple Duchesne. Ce n'était pas une cérémonie publique, c'était une rencontre de travail réelle, orientée vers une proposition concrète, la mise en place d'un programme de repérage et d'accompagnement des enfants en situation d'abandon ou de danger non déclaré. Le projet portait un nom qui la fit frémir. Projet Élodie. Elle hésita plusieurs jours avant de répondre. Elle ne voulait pas que l'histoire devienne un outil de récupération politique. Mais elle comprenait aussi que c'était peut-être l'unique chance que son geste, isolé et personnel, devienne une base d'action durable. Elle répondit positivement, avec des conditions. Elle n'apparaîtrait dans aucun communiqué, ne prendrait la parole que dans les groupes de travail restreints et ne participerait à aucune campagne médiatique. Lorsqu'elle arriva au ministère, on l'accueillit avec respect mais sans cérémonial excessif. Les gens la reconnaissaient, mais n'osaient pas l'approcher avec curiosité. Ce n'était pas une star, c'était une femme simple, droite, qui avait agi quand personne ne l'aurait fait. La mère d'Élodie, présente dans la salle, lui adressa un signe de tête silencieux. Elle n'échangera pas de mots, mais Claire sentit dans ce simple regard une reconnaissance authentique. Armand Duchesne, lui, resta en retrait. Il n'était plus gouverneur. Il ne parlait plus aux médias. Il avait disparu de l'arène politique. Mais il était là, appuyant le projet discrètement, comme pour solder une dette qui n'avait pas de fin. Le projet avança vite. Claire fut sollicitée à plusieurs reprises pour partager ses observations, son expérience de terrain, ses idées sur ce qu'il fallait changer pour que les invisibles cessent de l'être. Elle ne parlait jamais de théorie. Elle racontait ce qu'elle voyait tous les jours, des enfants livrés à eux-mêmes, des familles éclatées, des services saturés, des institutions dépassées. Elle parlait en nettoyant des escaliers, en lavant des sols, en traversant des couloirs de HLM. Sa voix n'avait pas changé.
Mais désormais, elle était écoutée. Quelques mois plus tard, une structure pilote fut lancée dans sa région, un programme d'intervention mobile capable de détecter rapidement les enfants en situation à risque, de les orienter vers un soutien psychologique, éducatif et juridique sans délai. Claire y fut intégrée non pas comme figure publique, mais comme coordinatrice de terrain. Elle passait ses journées entre les foyers, les écoles, les associations, formant les équipes, parlant aux familles, guidant les jeunes agents à travers la complexité du monde réel. Elle ne portait pas de badge particulier, mais tout le monde savait qui elle était. Un soir, alors qu'elle quittait un immeuble dans un quartier populaire, elle croisa une petite fille accroupie près d'un mur, seule. Elle s'approcha, le cœur battant. Mais en la voyant de plus près, elle comprit que l'enfant attendait simplement sa mère, occupée quelques mètres plus loin. Rien d'alarmant. Elle sourit, s'éloigna. Mais ce moment lui rappela d'où elle venait. Ce matin-là, ce trottoir, ce manteau trop grand, ces chaussures dépareillées. Et ce regard. Faire ce qui est juste ne l'avait pas rendu célèbre. Cela ne l'avait pas enrichi. Cela ne lui avait pas rendu le sommeil. Mais cela avait changé quelque chose. En elle, autour d'elle. Et peut-être dans le pays tout entier. Elle n'était plus une passante dans la vie des autres. Elle était devenue une présence, une preuve que même les gestes les plus simples, lorsqu'ils sont faits avec droiture, peuvent ouvrir des chemins durables. Et c'est ainsi que Claire Moreau, femme de ménage sans histoire, devint l'un des noms silencieux les plus respectés d'un pays qui, un jour, avait failli oublier une enfant, et qu'elle avait refusé de laisser derrière.